Bonjour, soyez les bienvenus à la Polyclinique de l'Atlantique à Saint-Herblain, à quelques kilomètres de Nantes. Aujourd'hui, à la veille de la fête des mères, nous avons choisi de vous proposer une émission spéciale maternité. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, pour quelle raison est-ce que cette émission spéciale maternité est-elle présentée par un homme? J'ai envie de vous dire que logiquement, naturellement, il faut toujours une petite graine, et la voici. Je ne serai pas tout seul pour vous présenter cette émission aujourd'hui. Nous allons tout de suite retrouver les journalistes et les experts. Nous sommes donc en direct du hall d'attente, le salon d'attente ici à la maternité de la Polyclinique Atlantique, de l'Atlantique, pardon. Nous sommes avec les journalistes du site Magique Maman. Nelly, bonjour. Bonjour. Sandy, bonjour. Bonjour. Alors avant toute chose, qui me parle du site? Sandy. Alors magicmaman.com, c'est un site internet dédié à la parentalité. Donc évidemment, on parle beaucoup de grossesse et de bébés, mais on va plus loin parce qu'on va jusqu'à l'adolescent. On parle aussi de la femme en tant que maman. Est-ce que vous avez des thèmes récurrents, des choses qui sont demandées par les internautes? Oui, alors on a énormément de thématiques qui reviennent. On essaie de couvrir à peu près tous les sujets qui touchent à la maternité, mais on va de la conception à l'adolescence, comme on vous disait. On a des demandes très pratiques, comment choisir le prénom de mon futur bébé, comment gérer mon budget aussi de jeune maman. Donc voilà, on essaye de traiter le côté très pratique, mais aussi des sujets un peu plus légers avec des diapos photos de mamans célèbres. Voilà, donc on essaie. Je ne me trompe pas si je dis que vous faites partie des sites dédiés à la maternité ou en tous les cas à l'accompagnement des parents les plus visités en France. C'est le cas. Je ne me trompe pas. On a en tout cas une très grande communauté de mamans qui nous suit et on en est très fiers. À la une en ce moment? Alors à la une en ce moment, évidemment, les mamans sont à l'honneur toute l'année chez nous, mais comme demain c'est la fête des mères, c'est vrai qu'on a voulu leur faire un petit hommage sur le site. Donc évidemment, elles pourront trouver plein de conseils et surtout des petits shoppings pour qu'on leur fasse plaisir demain. Et des cadeaux donc pas uniquement réservés aux mamans, en tous les cas jusqu'à demain. Voilà. Les hommes viennent aussi beaucoup chez vous. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions d'hommes? Est-ce que les hommes se sentent concernés? Oui, ils se sentent concernés, mais je pense qu'ils passent plutôt par leur femme ou leur compagne pour avoir des informations. Vas-y chérie, pose la question, puis tu me diras après. Okay. Vous allez pouvoir interagir tout au long de cette émission sur les différents sites dédiés grâce au bouton chat, au bouton discussion. Et Nelly et Sandy se feront un plaisir de relayer vos questions. N'hésitez pas à les poser, ces questions-là. Appuyez sur le bouton discussion. Voilà. Au sommaire de cette émission, donc, nous allons vous parler de deux sujets principaux. La FIV, tout d'abord, progrès technologique, sécurité. On parlera aussi de l'accouchement physiologique. On en parle beaucoup en ce moment. Alors que faire? Accouchement médicalisé ou accouchement physiologique? Et puis, notre fil rouge, ça vous êtes certainement au courant de ce dont nous allons vous parler tout au long de cette émission, le don de sang de cordon. Alors, on en parle tout de suite et sachez que la Polyclinique de l'Atlantique est un des établissements français qui la propose. Et pour en parler, nous sommes avec Olivier Théfault. Bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes gynécologue obstétricien. Merci de nous recevoir ici chez vous d'ailleurs. Hein. C'est gentil de nous accueillir. On est bien. Oui, on est bien. Voilà. Je ne vais pas dire on est bien Tintin, mais pas loin. Quoi. Le don de sang de cordon, qui est donc notre fil rouge aujourd'hui. La question qui me vient à l'esprit, on doit vous la poser à peu près tous les jours. Pourquoi et qu'est-ce qu'il y a dans ce sang de cordon qui est si intéressant et qui en fait un trésor? Alors oui, effectivement, on est très attaché au don de sang de cordon. Pourquoi? Parce que c'est récupérer le sang du cordon, c'est récupérer des cellules souches qui ont cette capacité de reproduire une lignée sanguine et qui peuvent avoir des applications thérapeutiques dans des greffes de moelle, pour des malades à type de leucémie, des choses comme ça. Donc c'est un don anonyme, gratuit, volontaire. Et je pense qu'il faut absolument, c'est un véritable objectif de santé publique actuellement en France, promouvoir ce don pour créer en France de véritables banques
de sang de cordon qui vont pouvoir être utilisés en pathologie médicale. Oui, parce que c'est assez nouveau. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé de le mettre en avant. C'est que ce don de sang de cordon se fait depuis pas très longtemps, on va dire. Depuis quelques années, et actuellement, il y a à peu près 90 maternités en France qui le proposent pour 12 banques de sang placentaire. Alors, nos caméras sont allées suivre Sandrine Guinebretière. Guinebretière, mais quoi, je ne sais pas son nom. Et, oui, autant pour moi. Et Marilyn Bosnet. Je ne me trompe pas là. Très bien. Très bien. On va justement voir de quelle façon est-ce que l'on recueille le sang de cordon. Très bien. Le prélèvement, c'est une chose très simple. Donc la maman accouche, on prend un trocard qui est relié directement à une poche et on va prélever le sang au niveau de la veine du cordon ombilical. Ensuite, la pochette se remplit. Il faut un certain temps qui peut varier de 1 minute, 2, 3 minutes. On attend que la pochette soit suffisamment remplie parce qu'il faut un certain volume pour que le prélèvement soit valide. Et puis ensuite, le prélèvement est stocké dans un frigo spécial et attend donc que le centre de transfusion de Rennes vienne les chercher. Ce qui est intéressant sur le sang de cordon, c'est qu'en fait, il est constitué essentiellement de cellules souches fétales. Et ces cellules souches ont la potentialité donc de pouvoir être utilisées pour greffer une moelle et ensuite donc se développer et donner des cellules sanguines nécessaires. C'est l'immaturité de ces cellules précursoristes qui fait l'intérêt de ce prélèvement. Ce don ne représente aucun risque pour la maman ni pour le bébé, puisque l'accouchement se passe de manière tout à fait normale. Ce don est ensuite réfrigéré au sein de la polyclinique, puis envoyé en analyse dans les 24 heures. Il y a 2 navettes par jour qui emmènent ces dons sur le FS de Rennes. Sur ces dons, il n'y a que 25 à 30% des dons qui sont conformes et qui seront conservés et congelés sur 15 ans. Puisque certaines poches ne contiennent pas suffisamment de sang ou d'autres pas suffisamment de cellules souches en vue d'une greffe. La patiente est toujours mise au courant de la conformité ou non-conformité de son don dans les 48 heures. Alors, comme on l'a dit tout au long de la semaine sur le site magicmaman.com, on a donc recueilli des questions à propos du don de sang de cordon. Nelly ? Oui, on a eu quelques questions sur le don de sang de cordon et notamment des mamans qui se demandent si elles peuvent connaître l'identité du receveur. Comment elles peuvent et est-ce que c'est possible tout simplement? L'identité du receveur ou du receveur du don en fait. Non, c'est complètement anonyme. Je répète, tout est tracé, tout est fiché, mais c'est un don anonyme. Quand on donne son sang, comme quand on donne un organe, il est impossible de savoir qui va recevoir éventuellement ce don s'il est utilisé en thérapeutique. Elles peuvent par contre savoir quand est-ce qu'il va utiliser ça, elles peuvent savoir. Elles seront prévenues puisque à partir du moment où le sang a été prélevé, il y a une petite étiquette avec un code barre qui est collé sur le carnet de santé de l'enfant qui permet, et ensuite on les prévient que ce sang a été stocké et validé et est stocké en banque de sang placentaire et qu'il y a éventuellement une utilisation. On a également beaucoup de mamans qui se demandent si elles peuvent bénéficier elles-mêmes de ce don ou leurs proches. Si par la suite elles peuvent. Alors effectivement, comme je vous disais, dans le carnet de santé, il y a une traçabilité comme quoi ce don a été stocké et est valide. Et éventuellement, en cas de pathologie familiale, si toutefois le don n'a pas été utilisé auparavant, on peut le retrouver et l'utiliser parfois. Mais on ne peut pas se le réserver. On ne peut pas se le réserver. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les banques de sang privées qui essayaient de s'installer en France ces dernières années et qui ont été clairement contre-indiquées en France. Okay. Les questions qui arrivent en direct avec Sandy. Oui, alors ça réagit sur le chat. Alors on a notamment Isabelle qui nous dit moi, pendant toute ma grossesse, personne ne m'a jamais parlé du don de sang de cordon. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une technique qui est récente, qui a quelques années, qui s'étend progressivement en France. Et comme je vous disais, il y a 90 maternités aujourd'hui en France qui le proposent pour 12 banques de sang accréditées actuellement en France. Donc c'est quelque chose qui est destiné à encore s'étendre. Sandy, une autre question ? Non, c'est bon. Alors n'hésitez pas, on vous le dit tout au long de l'émission, à nous poser vos questions sur la fonction chat
du site que vous êtes en train de regarder, là où vous êtes en train de nous regarder. Moi, j'avais une dernière question à vous poser avant que nous passions à la partie suivante. Vous l'avez dit, hein, c'est nouveau, mais vous allez le promouvoir de plus en plus. Je me trompe ou pas? Promouvoir au niveau national. Au niveau national et ici. Et puis régionalement et localement. Ouais. Donc il faut vraiment informer les patientes, informer les médecins, ouais. Informer tous les paramédicaux, sages-femmes, auxiliaires de puéricultrices. Et ça fait partie des recommandations du collège des gynécos, de nos instances de santé en France. Combien d'établissements proposent ici dans la région le prélèvement? On doit être les seuls dans la région pour l'instant, mais le centre de transfusion Rennes va se charger de drainer tout Grand Ouest. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci. On va tout de suite parler donc de la FIV. Pour parler de la FIV, je suis avec Sandy de magicmaman.com. Rebonjour. Et nous sommes avec nos experts intervenants, Hugo Martini, gynécologue obstétricien. Bonjour. Bonjour. Et Pierre-Yves Prima, vous êtes biologiste. Absolument. Voilà. Avant que nous ne passions aux questions de magicmaman.com et à celles qui arriveront en direct, on fait un point sur la FIV. D'abord et avant toute chose, le principe de la FIV, c'est quoi? Alors, de façon schématique, la FIV est précisément l'ensemble des activités d'aide médicale à la procréation. Correspondent à l'ensemble des pratiques cliniques et biologiques qui contribuent et qui aident des couples en difficulté à concevoir à avoir un enfant. Donc, historiquement, le premier enfant né de FIV est né en Angleterre, donc Louise Brown en 1978. Ensuite, en France, le premier enfant né, Amandine, est né donc en 1982. Et nous, à Nantes, on a commencé l'activité dès 1983, avec la naissance assez rapide d'un premier enfant, Rosen. Voilà. Et donc, depuis 30 ans, on met en application nos techniques d'aide médicale à la procréation en suivant les progrès technologiques au plus près. Vous en faites combien par an? Vous allez peut-être me trouver curieux, mais c'est un peu mon boulot. Non. Notre activité donc, correspond donc à 1100 ponctions, une fécondation in vitro, environ 600 inséminations intra-utérines et 420 transferts d'embryons décongelés. Est-ce qu'on peut parler de taux de réussite? Alors, les taux de réussite, c'est toujours délicat de se prononcer de façon schématique parce qu'il y a comme disparité importante dans la population féminine qui est suivie. Idéalement, ce qui serait préférable, c'est de pouvoir avoir une population de référence. On peut estimer par exemple une population de dames qui ont moins de 35 ans et ce serait plus pertinent de pouvoir comparer les chiffres des différents centres d'AMP. En moyenne aujourd'hui, on peut quand même estimer qu'on a 25% de taux de grossesse par transfert d'embryon. Schématiquement au niveau national, ce sont les chiffres qui sont donnés. Et ici? On restera prudent, mais effectivement, on est c'est un petit peu plus favorable comme résultat. On est autour de plus de 30% de réussite. Bon. Sandy? Oui, alors nous, les questions qu'on a eues sur donc le site magicmaman.com, donc on a certaines mamans qui se sont vues proposer une insémination intra-utérine plutôt qu'une fécondation in vitro en premier lieu. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Pourquoi une insémination? Pourquoi une fécondation in vitro? Tout cela va dépendre en fait du bilan initial que l'on va faire au niveau du couple. C'est vrai qu'on voit des couples arriver pour un problème de fertilité, donc le principe est d'essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. On va faire différents examens et à l'issue de ces examens, on va pouvoir se dire quels sont les paramètres qui nous orientent vers une fécondation in vitro ou vers une insémination. Le principal élément chez l'homme, c'est bien évidemment les spermatozoïdes. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'on peut espérer une fécondation naturelle qui nous orientera plutôt vers une insémination? Chez madame, il faut savoir si les trompes marchent bien. Donc on va faire une radio des trompes et on verra si les trompes nous permettent d'espérer une fécondation naturelle. Le principal paramètre que je reprendrai au niveau de Pierre-Yves, c'est bien évidemment malheureusement l'âge de la patiente. Plus l'âge va avancer, plus la fertilité va diminuer et plus la patiente va être âgée, plus on va vouloir lui proposer la technique la plus pertinente et donc la fécondation in vitro. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, vers 38 ans, on passe très rapidement à la fécondation in vitro. Le dernier paramètre, c'est de faire comprendre aux patientes que l'âge de la patiente n'est pas toujours en rapport avec l'âge de ses ovaires. Et donc on va faire un bilan hormonal qui va nous donner un petit peu l'âge physiologique ovarien
et qui aussi va nous contraindre à aller plus ou moins vite dans l'aide médicale à la procréation. Et D'accord. à l'issue de ces 4 paramètres, on va décider, en accord avec le couple, quel type de prise en charge de proposer. Ok. Et du coup, dans le cas d'une fécondation in vitro, certaines mamans se posent des questions sur le traitement. Est-ce que c'est contraignant? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Comment ça se passe? Alors, au niveau des effets secondaires, les effets secondaires se sont quand même nettement atténués depuis 10 à 15 ans avec des traitements plus simples. Les laboratoires ont fait beaucoup d'efforts pour que les couples participent à l'auto-injection pour diminuer d'une part les contraintes de traitement et nous avons aussi adopté des traitements beaucoup plus précis qui limitent les effets secondaires. Le principal effet secondaire qui était l'hyperstimulation des ovaires, au jour d'aujourd'hui est un effet secondaire qui va quasiment disparaître avec les nouveaux traitements que l'on a. Les autres effets secondaires qui sont liés effectivement au geste chirurgical et à l'anesthésie au moment du prélèvement des ovocytes, il n'y a pas de geste chirurgical sans complications, elles restent très faibles, mais elles ne sont pas effectivement anodines, avec un risque infectieux et un risque de saignement, mais objectivement chez nous, si on a 1 à 2 complications tous les 2 ans, c'est bien le maximum. Au niveau des contraintes, les contraintes dépendent essentiellement du mode de fonctionnement du centre de fécondation in vitro. Alors là, je ne m'avancerai que pour notre centre. C'est vrai qu'on essaye de faire que le retentissement justement social soit le moins important possible pour les couples, avec des horaires d'échographie qui vont osciller entre 7h30 du matin ou 19h pour s'adapter au travail de la patiente. Si les couples viennent de loin, parce que c'est vrai qu'on a des couples de Vendée, on a des couples de Bretagne, on a des couples de l'étranger, donc on va, à partir du moment où on sait qu'on a des correspondants extérieurs qui travaillent bien, on va leur faire confiance pour que les patientes puissent faire leur échographie à 10 minutes de leur maison ou de leur travail. Et nous, on peut travailler en toute sérénité. Donc c'est vrai que les centres qui s'adaptent à la vie sociale des gens font que, grosso modo, les contraintes sont vraiment nettement diminuées par rapport à ce que l'on avait avant. Et donc, grosso modo, on arrive toujours à trouver une solution pour que les contraintes diminuent. Je vais faire un raccourci clavier, mais je ne suis pas aussi spécialiste que vous, hélas. On parle de manipulation lorsqu'on parle de FIV, bien sûr. On nous parle beaucoup de normes de sécurité depuis un certain temps, de normes qualité, de traçabilité. Vous en êtes où? Alors effectivement, la maîtrise des risques de cette activité reste quand même le cœur du métier. Évidemment, la priorité est d'avoir des résultats en termes de grossesse, mais tout ça doit se faire en toute tranquillité. Et donc, les règles, les exigences réglementaires tendent justement à améliorer la maîtrise des risques, à assurer la traçabilité des prélèvements et à entrer au final dans une démarche qualité globale du centre. C'est donc ce que nous avions engagé depuis un moment et donc on a bénéficié d'une labellisation de la structure avec la certification du centre en 2011. Et cette démarche de certification a été poussée nous a permis donc d'essayer d'améliorer la traçabilité de nos prélèvements. Et c'est en ça justement qu'on a mis en place un système électronique novateur. On était les premiers en France à l'installer. C'est un système de puces électroniques qui suivent toutes les étapes de la fécondation in vitro. Donc ça, c'est une société britannique qui le commercialise. Il s'appelle ce système IVF Witness, commercialisé par la société Research Instruments. Donc aujourd'hui en France, on est 2 à avoir installé ce système. On peut penser que dans l'avenir, d'autres centres s'équipent. Alors c'est donc l'identito-vigilance? Absolument, c'est le terme utilisé. Ouais. On va voir des images et on va ensemble voir le process, si je peux m'exprimer ainsi, d'une FIV dès le départ, avec justement l'appui de l'identito-vigilance. Je vais vous demander de nous expliquer ce que nous allons regarder, s'il vous plaît. D'accord, donc voilà. La fécondation in vitro, on va distinguer schématiquement 3 parties. Donc la première, ce sera le recueil des gamètes, les ovocytes chez la dame et les spermatozoïdes chez le monsieur. La deuxième partie donc, sera la partie laboratoire proprement dite. Et enfin, la troisième sera le transfert des embryons. Donc au préalable de ces étapes, on remettra à chaque couple une carte électronique qui comporte une puce électronique. Cette carte servira donc à l'identification des échantillons tout au long de la FIV. On voit ici donc le recueil ovocytaire. On aperçoit une petite étiquette électronique sur le flacon qui contient le liquide folliculaire. Ce liquide est donc adressé au laboratoire. Commence donc la deuxième étape de la FIV, si on veut, c'est la fécondation, enfin la partie in vitro, un laboratoire proprement dite, où donc les ovocytes, on va l'apercevoir, vont être isolés à la loupe, à l'aide d'une petite pipette. On isole les ovocytes. Pour information, donc voilà, il faut 1/10 de millimètre.
On aperçoit donc une validation technique de l'étape dans ce protocole. Ici, on va distinguer donc deux parties. La fécondation conventionnelle où on met en contact les ovocytes et les spermatozoïdes. Une deuxième technique donc, peut être celle qu'on aperçoit ici, c'est la fécondation in vitro avec micro-injection, donc qui nécessite un traitement préalable des ovocytes. C'est ce qu'on appelle la décoronisation, ce que l'on voit à l'écran. Voilà, donc pourra s'engager ensuite la fécondation in vitro avec micro-injection proprement dite, à l'aide de micromanipulateurs. On fera donc le choix au fort grossissement d'un spermatozoïde. Et ensuite, à l'aide d'une aiguille, on déposera ce que l'on aperçoit en second plan, délicatement, un spermatozoïde directement dans l'ovocyte. Les images sont magnifiques. Donc effectivement, et je remercie un centre romain qui nous a prêté ces photos, ce film. Là, ensuite, il y a une révolution. Voilà, donc ça, c'est ça. Les embryons seront mis en culture. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que cet incubateur est équipé d'une caméra qui filme en continu les embryons. Troisième étape, c'est le transfert des embryons avec le contrôle ultime de l'identité des patients. Donc la carte est mise dans le lecteur et effectivement, on ne pourra placer sous la loupe que la boîte de culture contenant les embryons de ce couple. Validation informatique de l'étape dans le protocole qui avait été définie. Et ensuite, à l'aide d'un cathéter, on va donc placer l'embryon dans le cathéter délicatement. Le cathéter sera apporté au gynécologue qui pourra procéder au transfert de l'embryon qui sera déposé donc dans l'utérus. Alors là, au niveau du transfert, donc voilà, on va apercevoir qu'on pourra le faire sous échographie, ce qui est pratiqué également dans notre centre. Tout s'est bien passé au niveau du process, au niveau des manipulations. Absolument. Si, par exemple, on est dans la fiction, une fiole n'appartenant pas, par exemple, à la papa ou à la maman, venait qu'à entrer dans le process, que se serait-il passé? Voilà, effectivement. Donc ça, tout se passe bien sur ce film, et c'est ce qui se passe au quotidien. Effectivement, on va dire à la faveur de mauvaises manipulations, de rapprochements inappropriés de gamètes, il y aura de façon systématique une alerte visuelle et sonore qui se mettra en marche et qui ne peut pas être ignorée. Donc là, effectivement, c'est l'alerte et évidemment, on arrête le processus, on regarde ce qui se passe. Là, très clairement, aujourd'hui, on va dire que cette alerte peut se mettre en route quand on va approcher, parce qu'il y a un périmètre de travail qui n'autorise que le traitement d'un seul patient, et si par mégarde on approche, sans même toucher la platine, on approche le prélèvement, effectivement, le système est très sensible et une alerte se déclenchera. On le refait schématiquement, chacun des prélèvements est pucé et correspond à une carte magnétique. Absolument. Si à un moment il y a une puce qui ne correspond pas au numéro de la carte, absolument. Le prélèvement est rejeté. Absolument. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'évidemment on a gardé toute la procédure d'identification qu'on pratique depuis 30 ans, on va dire, et là on a intégré une signature électronique qui est effectivement quelque part supérieure à l'inscription qui avait été faite de façon nominative. Voilà, c'est un système, alors en plus, ce qui est remarquable dans ce système, c'est que l'attribution de l'identité électronique est automatique, il n'y a pas d'intervention humaine. Sandy ? Alors moi, je voudrais juste revenir, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait environ 25% de taux de réussite au niveau national. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour améliorer ces statistiques ? Alors, effectivement, 25% de taux de grossesse par ponction. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la fécondation in vitro, c'est une succession d'étapes qui sont toutes déterminantes dans le succès de la prise en charge. Alors, pour ce qui est de la partie laboratoire, on essaie de mettre en place, on met en place des techniques de sélection des embryons qui soient plus pertinentes. Classiquement, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le choix des embryons se fait de façon morphologique, avec une lecture des embryons à un moment précis, T. Ça, c'est dans la grande majorité des cas. Ce qu'on a mis en place dans notre laboratoire, effectivement, c'est un monitorage continu du développement de l'embryon pendant le temps de la culture qui peut durer jusqu'à 5 jours. On va faire une photo toutes les 15 minutes pour reconstituer le film de tout ce qui s'est passé pendant ce temps. Et c'est vrai que alors on parlera de morphocinétique, on apprécie la morphologie en relation avec le temps, permet effectivement d'optimiser le choix des embryons pour espérer avoir des taux d'implantation plus favorables.
C'est ce qu'on va en voir des images dans quelques minutes. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la vidéo, au cinéma, c'est ce qu'on appelle le time-lapse. Absolument, c'est bien ça. C'est donc une photo qui est prise. C'est un monitorage continu du développement embryonnaire, le time-lapse. Voilà, tous les quarts d'heure, c'est ça? Chez nous, tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure. Voilà. Alors que classiquement, le biologiste regarde 1 à 2 fois par jour. D'accord. Ce qu'on va voir là, pas tout de suite, hein, on en verra les images dans quelques secondes, c'est une séquence qui dure combien de jours? Ça, il faut quand même le dire. Parce que ça va aller très vite. 5 jours. 5 jours. Donc, le développement d'un embryon sur une durée de 5 jours. On le fait à quel moment là? On va prendre le moment zéro, c'est quand ça vous arrive. La première image fécondation, voilà. Quand on a aperçu tout à l'heure une image de micro-injection, Ouais. les embryons sont placés dans l'incubateur et tout commence. Alors, allons-y. Voyons le premier exemple. Vous allez nous expliquer ce qui se passe. Voilà, on voit l'embryon, on voit l'apparition des deux pronoyaux, hein, un mâle, un femelle, qui vont se déplacer un petit peu dans le cytoplasme. Ils disparaissent, les divisions commencent, 2 cellules distinctes, c'est très bien, 4 cellules bien distinctes, c'est parfait. Et ensuite, ça va s'enchaîner assez vite, hein, la division est exponentielle, 8 cellules. Ensuite, elles vont passer à un stade dit morula, 16 cellules, et ensuite, là, on va arriver au 5e jour de développement avec l'obtention donc de, là on est au stade morula, et donc l'obtention au 5e jour de blastocystes sont des embryons qui comptent une centaine de cellules. Voilà. Donc on répète une nouvelle fois que grâce à cette technique-là, vous allez pouvoir suivre le développement d'un embryon et décider si oui ou non vous allez l'implanter. C'est tout à fait ça. Plutôt que d'avoir une appréciation ponctuelle des embryons, on peut refaire le film du développement complet du développement de cet embryon. Et essayer de mettre en évidence, on parlera d'événements cellulaires indésirables qui pourraient hypothéquer le taux d'implantation. Celui que nous venons de voir là est validé. Et il répond aux critères cinétiques attendus. On peut distinguer les différentes phases de division. Il passe bien de 2 cellules, ensuite à 4 cellules. Voilà, c'est ce qu'on apprécie. Les 2 premiers jours, on va dire, de développement des embryons sont essentiels semblent essentiels pour le développement futur de la tentative. Et pour la petite histoire, c'est une patiente qui venait pour un deuxième avis parce que les embryons ne s'implantaient pas dans les autres prises en charge qu'elle a réalisées. Et cette patiente est enceinte. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose qui valide un petit peu la prise en charge. Donc on a vu un embryon qui se développait correctement. On va voir maintenant ce que la machine vous permet de voir, que vous pouviez le voir avant ou pas, avant le time-lapse. Non, justement, parce que ce sont des événements qui sont quand même très brefs. Oui. Et là, en l'occurrence, on va l'apercevoir. C'est le passage de l'embryon de 2 cellules très rapidement à un stade 3 cellules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pause entre les divisions cellulaires. On peut résumer les choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un élément qui ne peut pas être vu à une lecture classique, ponctuelle, parce qu'en général, les embryons auront rattrapé leur division. Simplement, c'est ça, la cinétique a été inadaptée. Alors c'est subtil, on ne le voit pas très bien sur le film, mais c'est vrai qu'en comparaison tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'on voit bien, qu'on puisse distinguer le passage de 2 cellules à 4 cellules. Cette fois-ci, c'est vrai que si on repasse le film, on va le revoir tout de suite. Voilà, on va pouvoir distinguer, l'embryon va passer à 2 cellules et tout de suite va engager une nouvelle division. Et ça, c'est peu favorable. 2 pronoyaux, c'est très bien. Et là, on va voir l'embryon qui est presque qui éclate. Alors ça, je pense que c'est le premier film qui a été repassé. C'est celui qui est bon, ça. C'est arrive, c'est du direct. Absolument. Voilà. J'en profite justement quand même. Juste une petite remarque. L'intérêt aussi de cette caméra, c'est qu'on va laisser les embryons de façon permanente dans leur milieu incubateur, dans des conditions optimales. Je te coupe, Pierre-Yves, c'est là où on peut voir que l'embryon. Voilà, de 2, on est passé. Voilà. Là, on passe à un imbroglio. Absolument. Et hop, après, ça revient. Si le biologiste arrive maintenant, il va trouver que finalement, au final, on a 4 belles cellules, alors que ce qui s'était passé avant était tout à fait inapproprié. Donc là, vous n'implantez pas. On choisira un autre embryon qui a mieux évolué, qui a une cinétique meilleure. D'accord. On passe aux questions de magicmaman.com. Alors oui, on a eu des mamans assez curieuses, notamment sur la technique du time-lapse, qui les interroge pas mal. Notamment une maman qui se demande ce qu'on fait des embryons qui ne sont pas transférés. Alors, voilà, le time-lapse reste quand même une technologie assez récente et quand on voit sur le deuxième film, effectivement, on estime que la cinétique est parfaite, mais à l'arrivée, on a un bel embryon. D'accord. Donc, c'est un embryon qu'on va garder, qu'on va congeler. Mais l'idée est de se dire que si on a le choix entre 4 beaux embryons, on va prendre celui qui s'est le mieux développé.
Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le recul pour dire s'il y a une mauvaise étape qui s'est passée, on ne garde pas l'embryon. Voilà, c'est comme une technologie récente. Donc au jour d'aujourd'hui, on sait qu'en choisissant mieux nos embryons, on va améliorer nos taux de grossesse. On parle au jour d'aujourd'hui pour les équipes qui pratiquent depuis un peu plus longtemps que nous, notamment les Espagnols, de 10% de grossesse. Voilà, mais c'est pas parce que l'embryon, c'est pas parce que l'embryon n'a pas une cinétique excellente qu'il ne s'implantera jamais. Donc il faut quand même, garder et être réservé. Nelly, une autre question? Non, pour le moment, on n'a plus de questions sur la FIV. Une réflexion qui est une réflexion tout à fait humaine. On se sent comment quand on donne la vie comme ça, dans un labo? Humble. Non, c'est sûr qu'il y a toujours des moments assez exceptionnels. C'est vrai que depuis 10 ans, là, on a bien vu l'évolution au laboratoire. Mine de rien, on parle de culture prolongée, mais ça fait que 4-5 ans qu'on pratique de manière régulière cette culture prolongée, cette évolution de l'embryon. On arrive même parfois à transférer des embryons qui sont en train d'éclore. Donc c'est vrai que c'est toujours des moments assez intenses, et c'est vrai que revoir les couples au fur et à mesure, parce qu'on ne fait pas que faire la FIV, c'est vrai qu'on suit la grossesse, on les accouche. Parfois, on les revoit pour leur suivi annuel, et c'est vrai qu'on voit les enfants grandir. C'est quelque chose d'assez magique. Ouais. Oui, parce qu'il y a le côté humain, on vient d'en parler, mais aussi le côté technologique. Vous êtes obligé constamment de progresser. Et vous participez d'ailleurs certainement au progrès. Absolument. Donc c'est vrai qu'on essaie d'apporter aux couples les techniques les plus avancées. Tout ça, évidemment, dans le but d'une démarche de ces désirs d'enfant qui soit soldé par un succès. Merci beaucoup, messieurs. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Merci. On va tout de suite passer à la seconde partie de notre fil rouge. On revient donc au don de sang de cordon. Nous allons parler cette fois-ci un petit peu plus de technique et d'historique. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes le docteur Jean-Baptiste Thibert de l'établissement du sang de Rennes. Revenons un peu au don. Il existe depuis quand? Alors le don de sang placentaire est une technique médicale qui est très récente à l'échelle de la médecine, puisque la première greffe de sang placentaire a été réalisée en 1988, donc une greffe intrafamiliale. Ça a été fait à Paris. Ensuite, ces greffes ont été réservées pour les enfants, et c'est simplement en 2002 que la greffe de sang placentaire a été développée pour les adultes. Et en 2005, on a eu les premières études médicales qui ont prouvé une efficacité équivalente entre une greffe de sang placentaire et une greffe classique conventionnelle de moelle osseuse, notamment dans les leucémies aiguës. Donc vraiment, à partir de 2005, un engouement pour cette greffe de sang placentaire. Donc autant dire que 2005, c'était pas hier, c'était ce matin en termes de thérapeutique. C'est un sujet en tous les cas qui préoccupe beaucoup les internautes. Avec vous, on va parler ce matin plutôt de la gestion de ces dons, avec une question qui est posée par Nelly et par les internautes. Alors on a des mamans qui se demandent aussi comment est conservée la poche de sang. D'accord. Donc il y a tout un processus. Donc on a vu le prélèvement tout à l'heure pendant le reportage. Donc ensuite, cette poche prélevée va arriver à la banque de sang placentaire, à l'établissement français du sang, et on va procéder à différents contrôles qui vont s'assurer, qui vont nous dire si oui ou non la poche est conforme ou pas. Parce qu'on a des critères de qualité, des standards de qualité qui sont établis par le réseau français du sang placentaire sous l'égide de l'Agence de biomédecine. Et ces critères de qualité sont évidemment conformes aux critères de qualité internationaux. Donc ces différentes analyses sont tout d'abord, on va regarder si on a assez de cellules globalement, on va mesurer le volume du sang de cordon, on va regarder si on a suffisamment de ces fameuses cellules souches hématopoïétiques dans ce cordon. On va également faire tous les tests qui sont nécessaires à assurer la bonne sécurité microbiologique du cordon qui sera un jour transfusé ou pas, donc c'est-à-dire recherche de virus, de parasites, de bactéries. On va également assurer la sécurité immunohématologique, donc faire un groupage sanguin, rechercher des anticorps antiglobules rouges, rechercher d'éventuelles anomalies au niveau de l'hémoglobine chez ce nouveau-né. Et enfin, évidemment, établir ce qu'on peut appeler la carte d'identité biologique du cordon,
donc en termes techniques, le groupage HLA, qui permettra d'établir la compatibilité éventuelle entre un donneur et donc entre ce cordon et un malade. Donc si à l'issue de ces tests, le cordon est bien conforme, on va commencer une deuxième partie vraiment technique qui consiste à miniaturiser le cordon. Donc la miniaturisation consiste à réduire le volume de la poche initiale qui était de l'ordre de 100 ml à un volume de 25 ml. Ça en favorisera la conservation et également la future administration. Et ensuite, cette poche miniaturisée est conservée à moins 196 degrés dans de l'azote liquide. Donc c'est une conservation possible pendant des années. Comment ce sang est-il géré, je dirais, d'un côté administratif? Donc le sang arrive avec tous les tubes identifiés, le consentement de la maman. On a les tubes prélevés chez la maman. On va faire les mêmes analyses chez la maman de recherche microbiologique, typage HLA, la poche du bébé, les formulaires administratifs, le consentement, etc. Et tout va être anonymisé à la banque de sang placentaire, où là, de toute façon, on a une traçabilité poussée au maximum sur tous les éléments qui vont rentrer à un moment ou à un autre dans le processus. Donc on a une traçabilité complète avec anonymisation du don à toutes les étapes de la chaîne. Tous les établissements du sang sont relayés les uns aux autres? Alors, dire qu'un don qui aura été fait ici, par exemple à la Polyclinique de l'Atlantique à Nantes, va rester ici dans le département, uniquement dans le département, et va servir aux gens d'ici, ou on peut très bien l'utiliser à Marseille ou ailleurs? Alors, pas du tout. Le réseau français de sang placentaire, c'est 12 banques. 12 banques de sang placentaire, qui sont soit des banques de l'établissement français du sang, soit des banques de CHU ou des banques mixtes. Et l'idée est de stocker tous ces sangs placentaires. On les stocke sur place, bien évidemment, mais une fois que ces sangs placentaires sont validés, qu'ils sont conformes, ils sont mis à la disposition du monde entier. Donc ils sont mis sur un registre, le registre des greffes, où chaque clinicien qui veut greffer son patient va pouvoir aller consulter est-ce qu'il y a un donneur ou pas compatible. Alors on a entendu, nous, pendant qu'on préparait l'émission, une information comme quoi il y aurait un don qui a été fait ici qui serait parti aux États-Unis. Oui, tout à fait. Alors j'ai envie de vous demander, mais aux États-Unis, ils n'ont pas ce qu'il faut? Je vais vous donner une information. Dans le monde, il y a au jour d'aujourd'hui 628 000 cordons stockés dans le monde. En France, notre objectif est d'arriver très rapidement à 30 000 cordons stockés. Mais la grande difficulté sur cette discipline de greffe de cellules souches hématopoïétiques, c'est de trouver un donneur compatible. Il y a 3 possibilités quand on veut faire une greffe de cellules souches hématopoïétiques. La plus simple, c'est de trouver un donneur familial. Donc on va regarder dans la famille, est-ce qu'on a un donneur compatible? C'est là qu'on a le plus de chances de trouver un donneur. Si ce n'est pas le cas, on va regarder chez les donneurs volontaires de moelle osseuse, donc les adultes. Excusez-moi de vous couper, juste oui, de vous interrompre, pardon. Quand vous nous dites on va regarder dans la famille, si le don a déjà été fait? On va prélever un tube de sang dans la famille et faire un typage, faire une carte d'identité biologique dans la famille. Donc à condition que quelqu'un soit enceinte dans la non, indépendamment de... Non, c'est pour un prélèvement de moelle osseuse classique. D'accord, autant pour moi. Et la troisième hypothèse, c'est ce sang de cordon. Et l'avantage du sang de cordon, c'est qu'il a une certaine naïveté immunologique, c'est-à-dire qu'il n'a pas rencontré le milieu extérieur encore, l'environnement, ce qui fait qu'on va avoir une compatibilité plus facile à trouver. Puisque pour être compatible avec quelqu'un, on va dire qu'on a une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible pour une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et avec les sangs de cordon, on va vraiment augmenter cette probabilité de trouver un donneur compatible. Donc c'est pour ça que ce stockage n'est pas à visée régionale, ni même encore nationale. C'est vraiment un stockage qui a pour but de greffer n'importe quel patient dans le monde. D'accord. Des questions sur les différents sites internet, Sandy? Ouais, on a pas mal de choses. On a beaucoup de questions très intéressantes, et notamment Lise qui se demande si la poche de sang de cordon n'est pas conforme ou incomplète, est-ce qu'elle peut être utilisée autrement, et notamment comme un don de sang courant? Ah non. Alors, deux éléments. Elle ne pourra jamais être utilisée comme un don de sang courant, puisqu'on ne va pas du tout retrouver les mêmes éléments, et même rien qu'en termes de volume, on peut pas du tout
mélanger ces deux activités. Après, comme il est expliqué au cours de l'entretien médical avec la maman, avant l'accouchement, ce don, s'il n'est pas conforme aux critères de qualité, pourra toujours être utilisé à des fins de recherche scientifique, mais toujours dans le cadre très strict d'activités qui sont au préalable autorisées par les agences de santé françaises, notamment l'agence de biomédecine. Mais à tout moment, si la maman refuse cette utilisation à visée de recherche, elle peut le dire, ça sera marqué sur le consentement, et dans ces cas-là, le cordon ne sera pas détruit. D'accord. Ne sera pas utilisé en recherche, pardon. D'accord. On a une autre question aussi de Sandrine qui se pose la question, en fait, si au moment du prélèvement, on détecte des problèmes d'hémoglobine dans le sang, est-ce que déjà il y a des conséquences sur le bébé? Est-ce que la maman sera avertie de ce problème? Donc là, on parle du cas particulier des hémoglobinopathies. Donc effectivement, on va rechercher systématiquement, nous on va faire ce qu'on appelle une électrophorèse de l'hémoglobine chez l'enfant pour voir s'il n'a pas un problème qualitatif ou quantitatif sur son hémoglobine. On ne va pas rentrer dans le détail, mais bien évidemment, si on note une anomalie, on en fera part à la maman et notamment à son médecin traitant pour engager ou non un suivi particulier pour l'enfant. Mais pour autant, les mamans qui ne participeront pas au don auront également la possibilité d'avoir ce dépistage, puisque ce dépistage est associé au test de Guthrie maintenant après l'accouchement, quand on a une probabilité d'avoir ces hémoglobinopathies chez un nouveau-né. Donc il n'y a pas d'interrogation à avoir sur ce sujet. Une autre question Internet? Non, c'est bon. C'est bon, alors tout va bien. Rappelez-nous donc le fait que ce sang de cordon est un véritable trésor. Oui, c'est un véritable trésor et je voudrais également rebondir sur la question de l'internaute de tout à l'heure sur cette... on ne m'a pas proposé. Juste quelques chiffres pour avoir notion de cette mise à disposition, pour essayer de pondérer un petit peu cette problématique. On l'a vu tout à l'heure, première greffe chez l'adulte en 2002, mais réellement validée en 2005. En 2009, c'est le début du plan cancer. Et un des objectifs du plan cancer, c'était d'augmenter le plus rapidement possible en France le stockage de ces unités de sang de cordon. Et en France, en 2009, il y avait uniquement 3 banques de sang placentaire, avec 10 maternités associées. Aujourd'hui, en 2013, on est à 82 maternités associées, 12 banques de sang placentaire. Ça veut dire 130 000 femmes qui accouchent par an, qui se voient la possibilité d'offrir ce sang placentaire. Donc un accouchement sur 4 en France. Donc en quelques années, la progression est vraiment spectaculaire. Et c'est vraiment important de continuer sur cette dynamique, parce que oui, c'est un trésor, car vraiment, les greffes de sang placentaire, c'est un peu le traitement de la dernière chance. Quand on n'a pas trouvé de donneur dans la famille, quand on n'a pas trouvé de donneur adulte volontaire, c'est vraiment la dernière issue thérapeutique qui peut permettre de donner une nouvelle chance aux patients. Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on manifeste l'envie de faire un don ou que ça nous a été proposé, tout passe d'abord par un entretien préalable. Et on en parlera tout à l'heure. Ce sera le sujet de notre 3e partie du fil rouge. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être venu. Chez Magique Maman, vous êtes un peu la spécialiste de l'accouchement physiologique, je ne me trompe pas? La spécialiste, c'est un grand mot, mais en tout ça cas, vous oui, intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. très Il y a nature, beaucoup de demandes, en tout cas, sur notre site de maman par rapport à l'accouchement physiologique. Eh bien, ce sera le sujet suivant. On y va tout de suite. Allons-y. Et pour parler donc de l'accouchement physiologique, nous sommes avec Rachel Simonet. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricienne. Tout à fait. Obstétricien ou obstétricienne? Obstétricienne. On dit les deux, alors. On dit les deux, mais on préfère obstétricienne. À vos côtés, il y a Lidwin. Lidwin, oui, c'est ça. Berthereau, vous êtes donc sage-femme chef. Oui, responsable. Oui, responsable, d'accord. naissance. Alors, l'accouchement physiologique, on en parle beaucoup depuis un certain temps. La question est toute simple, pourquoi? Effectivement, on voit des mamans qui viennent avec un désir d'accouchement moins médicalisé, un retour plus naturel. Et l'accouchement physiologique dans une maternité, c'est un accouchement qui va se passer en respectant l'aspect naturel de la naissance,
mais en garantissant la sécurité technique de l'accouchement. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que l'accouchement physiologique, c'est un terme qui, pour moi, est un peu choquant. Ce n'est pas l'accouchement qui est physiologique. Tous les accouchements sont physiologiques, mais peuvent se compliquer. C'est surtout l'encadrement de l'accouchement et de la personne qui va changer. On va avoir un encadrement physiologique ou un encadrement surmédicalisé. Et pourquoi, en tant que médecin, j'ai surtout été sensibilisée à mieux entourer les patientes sur le plan physiologique, à plus les respecter, parce qu'on parle beaucoup des dames qui souhaitent une péridurale, des dames qui ne souhaitent pas de péridurale, mais on oublie celles qui ne peuvent pas en avoir. En France, une dame qui ne pouvait pas, pour une raison médicale, avoir de péridurale, elle se sentait rejetée. Et l'ouverture de salles de pré-travail physiologique, de salles de travail physiologique, maintenant, leur redonne une identité et elles se retrouvent dans le pool des femmes enceintes, alors qu'elles étaient complètement exclues avant. Alors concrètement, l'accouchement en salle physiologique, ça se passe comment? Avec quel matériel? Qu'est-ce qui le diffère d'un accouchement médicalisé? Ce qui va différer déjà, c'est l'environnement de cette salle. Ça va être une salle qui va être plus paisible, plus agréable et plus ludique, plus belle, plus décorée. Moins impressionnante. Moins impressionnante et moins choquante, mais toujours avec possibilité d'un recours quand même à la sécurité. Parce que l'accouchement, c'est très 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 beau, ça se passe très très bien, mais des fois, ça peut se compliquer. Vous me parliez tout à l'heure de baignoire, de liane, ça sert à quoi? Alors la baignoire va apporter l'élément de l'eau qui procure un bien-être à la patiente, aussi un phénomène de pesanteur, de légèreté qu'elle va pouvoir ressentir. Et donc du coup, ça va donner une relaxation musculaire et ça va aider à la dilatation et à l'aide du travail. Donc finalement, dans l'accouchement physiologique, la maman gère sa douleur. Elle est vraiment maîtresse d'elle-même. La maman et le papa qui l'accompagnent, voilà, sont ensemble pour gérer la période magique un peu qui est l'arrivée de bébé, avant l'arrivée de bébé. Et c'est vrai que c'est un moment absolument formidable. Et il est vrai que dans certains cas, lorsque les patientes subissaient un peu leur péridurale, parce qu'elles n'osaient pas, c'est souvent un reproche, on m'a imposé la péridurale. Non, on ne lui a pas imposé, c'est que la patiente n'avait pas osé ou qu'elle se sentait mal accueillie. Ces salles, à mon avis, vont permettre à plus de dames de s'exprimer. Et elles permettent de suivre un moment magique. Ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, c'est que nous allons voir la salle, parce qu'il y en a une ici. Voilà. On va aller la visiter tout de suite. C'est vous d'ailleurs qui faites la visite. Oui. Vous aviez moins de voix qu'aujourd'hui. J'avais moins de voix, encore moins de voix. Voilà. Et je suis assez content de savoir, et vous l'avez dit, que les papas peuvent venir aussi. Au contraire, les papas sont vraiment invités dans cette salle. Et moi, ça va être mon deuxième plan de travail avec Lidwin. Ça va être la place des papas en maternité. On vous regarde et on vous suit. Voilà la salle de travail qu'on peut appeler de pré-travail physiologique, avec différents ateliers. Vous avez d'abord l'atelier aquatique, on peut dire, avec une baignoire qui va permettre à la personne, à la mère accompagnée de son mari juste à côté, de se détendre, puisque l'eau a un rôle très apaisant. Ça, c'est pour les patientes qui sont en tout début de travail et naturellement, soit qui ne souhaitent pas, soit qui ne peuvent pas avoir de péridurale. Cette baignoire, elles pourront en sortir quand elles veulent, c'est-à-dire qu'elles ont un libre accès. C'est-à-dire que si ensuite, après avoir été un petit peu dans un bain, elles souhaitent, mettons, passer à un atelier plus de relaxation du périnée. Il y a donc les ateliers de ballons où la patiente s'assoit sur les ballons et les fait rouler de cette façon-là en étant assise dessus, ce qui permet au périnée de s'assouplir et la descente du bébé. Notre atelier d'attirement qui se fait par l'intermédiaire de lianes, qui va donc permettre à la patiente, en se fixant selon soit en s'asseyant au niveau des lianes ici, en prenant appui sur le ballon, soit plutôt en se suspendant, également de mieux gérer la douleur. Et ensuite, derrière vous, il y aura l'atelier du lit. Donc le couple peut tranquillement s'installer comme ils le veulent, et ils ont soit les coussins où la dame va pouvoir se mettre en position fétale en serrant le coussin, soit les coussins d'allaitement, pareil, elle le met comme elle le souhaite pour soulager sa douleur. C'est très individuel. Certaines patientes peuvent même apporter un tissu qu'elles veulent, puisque là c'est le tissu brut, et l'individualiser. Le but, c'est toujours le même, c'est de trouver une position antalgique pour mieux supporter les contractions durant le pré-travail. Quand ensuite la sage-femme revient la voir, soit à la demande de la patiente, soit parce qu'il est quand même temps de regarder un petit peu ce qui se passe. Et si l'accouchement se précise, dans ces cas-là, elles vont passer dans la salle d'accouchement proprement dite, qui est donc une salle d'accouchement typique avec simplement une table d'accouchement plus orientée vers un accouchement sans péridurale.
Alors, regardez le reportage, bien sûr que ça a été fait exprès avec la musique flûte de Pan, on voit les bambous, on voit la liane, presque ludique, on a presque envie d'y être, à la limite. Elle est très très ludique, voilà. c'est vrai. Est-ce que c'est un effet de mode? Alors, J'y vais franco. je pense que pour certains groupes, c'est un effet de mode. Et il est clair. Là, je vais me permettre de parler un petit peu quand même en mon nom, puis en nom de l'Edwin et de l'établissement. Ça fait partie d'un vrai projet. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avant, il y avait une surmédicalisation du travail et de l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'on avait peur. Les obstétriciens et même les patientes avaient peur des complications, et quand les gens ont peur, ils se surprotègent. Ensuite, on s'aperçoit que, ma foi, ça marche, tout fonctionne bien pour 85-90% de la population. Donc peut-être que cette peur, elle est exagérée. Il y a une prise de conscience qui se crée auprès des patientes, parce qu'on est quand même beaucoup boosté par nos patientes, et auprès du personnel médical. Et on se dit peut-être qu'on surmédicalise trop. Pourquoi pas? Donc, on va travailler dans un projet pour que le suivi se fasse mieux, mais toujours quand même avec possibilité de revenir en arrière. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand la salle de pré-travail nature fait partie d'un projet d'établissement, pour les patientes, c'est la sécurité, la certitude d'avoir un accueil comme elles le veulent. C'est-à-dire qu'elles vont avoir l'accouchement qu'elles désirent, mais il faut bien comprendre qu'à un moment ou à un autre, on est obligé de reprendre un petit peu les manettes, quoi. C'est justement... Justement, tout à l'heure, vous me disiez qu'il ne faut pas non plus aller dans l'excès inverse et culpabiliser les mamans qui se disent voilà, moi, j'y arrive pas, je veux une péridurale, mais je culpabilise parce que mon projet de naissance était sans la péridurale. Faut aussi qu'elles se disent que voilà, c'est pas un échec. Faut pas non, le dire, surtout pas. C'est pas un échec. La péridurale, c'est quand même. Je suis désolée, mais c'est quand même un très bel outil. Ça permet de sauver aussi des situations. Ça nous permet des mamans qui n'auraient pas pu accoucher, ça leur permet d'accoucher. Donc c'est merveilleux la péridurale. Mais par contre, ce qui est important, c'est que tout le monde ait le choix. Et de dire, je vais peut-être faire un accouchement sans péri, j'ai envie de faire un accouchement sans péri. Maintenant, les structures s'ouvrent à moi, me permettent d'essayer. Mais ma foi, si j'arrive pas, tant pis. Je suis pas une mauvaise maman parce que j'ai eu une péridurale. Les péridurales permettent également de ressentir aussi la sensation de pousser. C'est plus du tout comme avant. Mais au moins, j'ai eu le choix, j'ai eu la possibilité, j'ai essayé. J'ai pas réussi. Ma foi, c'est pas grave. Pour le deuxième, le troisième, j'y arriverai. Important de déculpabiliser. Mais c'est fondamental. Alors que dans certaines structures, une fois que vous avez décidé de ne pas avoir de péridurale, vous n'avez pas de machine arrière. D'accord. C'est pas possible. Ok. On a des questions, Sandy, j'ai cru comprendre qu'il y en avait beaucoup qui arrivaient. Oui, on a beaucoup de questions. Alors, notamment, est-ce qu'il est possible est-ce qu'un accouchement physiologique, et notamment quand on souhaite accoucher dans une position, que ce soit sur le côté, accroupi, est-ce que c'est possible de le faire dans une salle de naissance classique aussi? Effectivement, dans les salles de naissance classiques, nous avons des lits d'accouchement qui permettent de mobiliser la patiente et qu'elle se mette dans des positions un petit peu différentes. On connaît bien la position allongée sur le dos, mais on connaît bien aussi la position sur le côté ou en semi-assis. Et ces positions permettent de reprendre à tout moment la bonne position pour que le médecin puisse intervenir s'il y a besoin. D'accord. Autre question, Sandy? Oui, alors est-ce que à quel moment il faut prévenir en fait qu'on souhaite accoucher dans cette salle justement, et à qui il faut s'adresser? Est-ce que c'est juste au moment où on arrive pour accoucher? Est-ce qu'il faut réserver la salle à l'avance? Comment ça se passe? Ah non, alors il n'y a pas de réservation de salle, ça c'est pas possible. Vous savez que les dames, elles accouchent un peu comme elles veulent, le matin, particulièrement la nuit également, les jours fériés, les jours ouvrés, donc c'est pas possible de réserver cette salle physiologique. Naturellement, il faut en parler, ça fait partie d'un projet, c'est-à-dire que si on peut embrayer sur le projet de la fécondation in vitro, si vous voulez, c'est la suite logique. Mais après, il y a des personnes qui ont plus de mal à débuter une grossesse, mais une fois que l'embryon est là, une fois que l'enfant est là, le couple voit sa vie changer. Ils imaginent et tout. Après, la grossesse, c'est 9 mois. C'est 9 mois magiques pendant lesquels il peut se passer tout. Et pour certains, ça va très bien se passer. Pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Et je pense que chaque fois, à peu près, qu'ils voient le médecin ou la sage-femme ou la personne qui les suit en grossesse, ils peuvent parler de l'accouchement. L'accouchement, on l'envisage, on l'imagine, mais il est nettement mieux vécu quand il a déjà été bien discuté. Il y a les cours de préparation, il y a la sage-femme qui le suit, il y a le médecin qui suit, l'obstétricien qui va recevoir la patiente après.
Mais surtout, le mieux, je pense, c'est d'en parler et c'est pas de venir avec un papier écrit en disant « je veux ça ». Rédiger un projet d'accouchement, c'est super, mais il faut en parler avant, pendant tout le suivi de la grossesse, et pas juste le présenter au moment de l'accouchement proprement dit. Donc, dans ce cadre-là, le rôle du papa est aussi fondamental. Je pense que le papa a un rôle majeur. Il a un rôle majeur. Pour une fois, on va un petit peu aller au secours des hommes. C'est vrai que les hommes, là, ils sont un peu mis à l'écart pour l'instant dans le suivi de la grossesse. Merci pour nous. Sandy. Oui, alors on va finir là-dessus parce qu'on a eu beaucoup de questions sur l'importance de l'hydratation avant, pendant et après l'accouchement. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point là-dessus ? Oui, tout à fait. L'hydratation, il faut savoir que la femme enceinte, désolée, je vais être un tout petit peu mettre ma veste de médecin, mais qu'une femme enceinte voit ses besoins hydriques augmenter énormément. Et elles oublient. C'est-à-dire qu'elles viennent en disant « je ne comprends pas, je suis fatiguée, j'ai des crampes, j'ai de la constipation ». Et la question ou plus d'infections urinaires, est la question qu'on pose, mais est-ce que vous avez augmenté vos boissons ? Ah ben oui, docteur, je bois comme je buvais avant, de toute façon, je bois toujours. Mais non, ce n'est pas suffisant. Il y a un petit être qui pousse, on a un volume sanguin qui augmente, et comme on dit dans la nature, rien de se crée, rien ne se perd. Il faut donc amener en plus ce volume, et il faut augmenter les boissons. Ça, c'est pendant la grossesse. Au moment de l'accouchement, là, c'est un peu une question piège, parce que pour l'instant, il y a un grand dilemme entre ceux qui veulent, en disant absolument on a le droit de boire pendant le travail, et ceux qui disent non, pour l'instant, une femme enceinte n'a pas le droit de boire. Donc pour les dames qui ont une péridurale, c'est plus simple. Elles sont hydratées par la perfusion. Pour les femmes qui n'ont pas de péridurale, pour l'instant, c'est brumisateur, le papa ou la maman qui brumise énormément. Après, peut-être qu'on donnera le droit de boire aux femmes enceintes. Et ensuite, après l'accouchement, pendant toute la période d'allaitement, pareil, s'il y a du lait qui se crée, il y a plus de liquide. Il faut donc énormément augmenter les boissons, ce qui limite tous les petits maux de grossesse. Quand vous dites les boissons, c'est bien sûr l'eau. C'est bien sûr l'eau, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, bien sûr, cela va sans dire. Je vous aime bien aussi avec votre veste de médecin. Comme vous l'avez, je suis désolé, je dois mettre ma veste. Vous êtes bien aussi avec ? J'aime bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. On va maintenant, si vous voulez bien, passer à la toute dernière partie de notre sujet fil rouge, autrement dit le don de sang de cordon. On l'a dit, tout commence par un entretien préalable. Et pour ce faire, pour parler donc de l'entretien préalable avant, le don de sang de cordon, on est avec Josette Sora. Oui, c'est ça. Oui, bonjour, ça va bien. Oh, très bien. Vous êtes donc sage-femme. Oui. Et Nelly avait plein de questions à vous poser. D'accord. Alors, dans le cadre du don de sang de cordon, est-ce que tout le monde peut donner Et malheureusement, non. Il y a des critères qui permettent, qui interdisent de donner, comme les grossesses gémellaires, déjà d'emblée. Ensuite, les mamans qui sont atteintes de maladies auto-immunes ou génétiques, ou même les papas aussi, bien sûr, puisque les deux sont concernés. D'accord. Et qui est automatiquement refusé, du coup ? Eh bien oui, les mamans qui ont vécu, aussi des grossesses pathologiques traitées déjà. Mais ça, ce sont les médecins en amont qui font normalement la sélection, si j'ose dire. Et puis les mamans qui présentent un syndrome de maladie génétique ou auto-immune, comme chez le docteur House, comme la sclérose en plaques, mucoviscidose, etc. Alors, comment l'entretien se déroule-t-il ? Ça, c'est mon côté cartésien. Oui. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Alors, donc, je reçois les parents ou la maman toute seule qui donc souhaite donner, et je leur présente déjà le pourquoi du comment, enfin à quoi ça sert, pardon, et comment ça se passe en salle, et aussi le devenir du don. Et puis le petit suivi qu'il y a donc après. Et ensuite, nous éliminons les éventuelles contre-indications à l'appui d'un questionnaire où on traite des maladies des parents, c'est-à-dire du papa et de la maman du bébé futur candidat, et aussi des grands-parents du bébé. Et aussi, nous parlons de questions un petit peu plus indiscrètes qu'on pose aussi aux donneurs de sang, qui sont un petit peu rock'n'roll d'ailleurs, comme le tatouage, le piercing et autres indiscrétions parfois, que vous connaissez sûrement. Oui, c'est pas toujours facile, mais c'est fait dans la bonne humeur et puis
c'est vrai que bon, c'est un petit moment intime, hein, de confidence aussi. Et puis parfois, quand je refuse, c'est ça que vous vouliez peut-être dire, Oui. c'est quand je refuse le don, quand je dis il y a une contre-indication, c'est très très mal vécu. À partir du moment où on s'est décidé, qu'on s'est mentalisé, qu'on veut faire ce don, Oui. lorsqu'on ne peut pas, effectivement, c'est une déchirure. Ah oui, c'est vécu comme si on annonçait un cancer, ou presque. Mais c'est vraiment un échec. Et des fois, je suis obligée de montrer des preuves, des documents, pour prouver que c'est pas possible. Okay. Oui, oui. Vous en avez de plus en plus de gens qui viennent vous voir? Ah oui, de plus en plus. Hein. Et même, on a des rendez-vous, parce que ça se fait donc sur rendez-vous. Et les rendez-vous, on doit les prendre, mais alors, il y a 1 mois d'attente maintenant. Ouais. Oui, je suis très étonnée, oui. Pour vous, personnellement, oui. Ça doit être difficile parfois, non? Oh non. Enfin, oui, si, bien sûr, parce que oui, quand je refuse, je me suis dit non, c'est très agréable. Hein. Ouais. De les entretenir. Ça fait quelques jours qu'on vous côtoie un petit peu, c'est Oui. vrai que ça doit être très agréable. Oui. On va passer un bon moment avec vous. Oui, quand même, oui. Ah ouais. Bon. Est-ce qu'on a des questions du côté des sites internet? Oui, on a des questions. Alors, on voulait savoir s'il y avait des recommandations particulières à suivre lorsqu'on décide de donner le sang de son cordon. Des recommandations, oui, par exemple, ne pas se faire tatouer ou percer déjà après. Avant donc ça sera après, ou tromper son mari ou sa femme après. Hein. C'est peut-être assez rare qu'on se fasse percer pendant une grossesse. Enfin, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Ah ben si, ça arrive, ça arrive. Bien sûr. Ah Oui, bah, oui. écoutez, Une maman qui voulait se faire percer les oreilles pour son mariage parce qu'elle se mariait enceinte, et voilà. On lui a dit non. On lui a dit non. Ça va jusque-là? Oui. D'accord. Sandy? Et donc, on a aussi Lucie qui voulait savoir pourquoi le don de sang de cordon n'était pas possible avant 37 semaines. Ah ben parce que c'est à cause du volume, on risque d'avoir de toute façon un tout petit volume et donc le sang sera d'emblée non conforme. Déjà. D'accord. C'est tout? Si j'ai le temps pour une dernière question. Vous avez le temps. Alors, mon frère est atteint de myopathie Duchenne de Boulogne. Et après divers examens, je ne suis pas porteuse du gène. Puis-je quand même faire un don de sang de cordon? Tout à fait, oui, puisque ça concerne surtout les parents, donc le papa et la maman. Très bien. Bébé. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être venu nous rejoindre. C'était une première. C'était une première ici à Nantes et puis une première tout court. Merci donc aux spécialistes pour leur accompagnement. Merci à vous, ceux qui sont tout autour de nous. Merci à vous pour les questions que vous avez pu poser du côté des sites dédiés. Et puis merci à Nelly et à Sandy de magicmaman.com. Voilà, on se dit à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.